Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue aujourd'hui la série des bilans d'intersaison. Et aujourd'hui, on va parler d'une franchise historique, mythique, puisque c'est l'heure d'aborder les Dallas Cowboys. Et pour ce faire, je suis avec mon ami Dougie Jones. Doug, comment ça va ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, plein gas, America's Team. On avait déjà fait l'épisode l'année dernière. J'avais déjà participé à l'épisode sur les Cowboys, donc très content de venir en reparler. C'est quand même, comme tu l'as dit, c'est l'équipe mythique, quoi. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir d'en parler. Et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Pour ceux qui sont en podcast, ça ne change rien. Pour ceux qui nous regarderaient en vidéo, Doug n'a pas sa cam, mais qu'un petit avatar pour des soucis de connexion. Ce soir, c'est un épisode qui techniquement est assez particulier, mais vous aurez quand même 3 nuances de Doug, puisqu'il a 3 petits avatars qui peuvent varier en fonction de son humeur. Donc voilà, régalez-vous si vous êtes sur YouTube. Pour nous accompagner sur les Cowboys, nous recevons Mathieu. Mathieu, comment ça va ? Ben, ça va très bien, salut à tout le monde, salut Doug et salut GG. Pas la première fois que tu viens chez nous, hein. Tu commences à être un habitué. Tu n'es d'ailleurs pas venu qu'avec ta casquette Dallas Cowboys. Je te laisse un peu te présenter, nous dire où est-ce que tu es présent sur les réseaux et d'où te vient ta passion des Cowboys. Oh, bon, passion Cowboys, je sais pas, j'ai été déjà dit l'année dernière, puisque déjà j'étais venu l'année dernière pour faire la même émission, le même bilan preview de la saison. Bon, ça remonte à ma découverte un peu du foot américain dans les années 90, âge béni, doré de la franchise texane, et donc que j'ai suivi avec fidélité depuis. Donc ça c'est euh, ça c'est pour l'historique Cowboys. Et sinon, on peut suivre le compte Dallas Cowboys FR sur Twitter X, qui est animé pendant la saison et un petit peu moins en off-saison. Il y aura juste des petites previews, petits bilans, il y a un petit bilan de draft et petites previews à venir pendant la pré-saison, et puis évidemment pendant toute la saison. Et puis après, j'ai aussi un petit compte qui parle de temps en temps de salary cap, qui est un peu en sommeil en ce moment, donc pas trop actif. Mais par contre, s'il y a des questions, et j'ai des gens quand même qui malgré tout de temps en temps ont des questions, je réponds toujours. Donc vous pouvez me taguer, vous pouvez m'envoyer des DM. Je sais qu'il y a pas mal de gens en fait qui s'occupent aussi de comptes de franchise et qui des fois demandent des petits éclaircissements sur tel ou tel contrat. Donc moi, je réponds toujours à ça avec plaisir. Et ça, c'est sur le compte France Salary. Ouais, pour ceux qui sont intéressés par ces questions-là, on avait fait un très bon épisode ensemble il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais plus quand est-ce que ça C'était il remonte. y a 2 ans maintenant. Ouais. 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 Un épisode genre de 2 heures et demie, un truc comme ça, bien solide, où on avait quand même pas mal creusé le sujet. Et c'était hyper intéressant, ouais. On t'avait reçu d'abord via cette casquette avant de te recevoir pour la partie Cowboys. Donc voilà, n'hésitez pas. Les salary cap, c'est pas toujours très facile à comprendre. Et même si j'ai l'impression que les gens s'y intéressent de plus en plus. C'est cool de voir qu'on a un peu une ouverture sur tous ces sujets-là. Donc, surtout avec les restructurations de contrats en NFL, j'ai l'impression que c'est un peu la grande énigme pour 90% des fans, quoi. Ben, il y en a de plus en plus d'équipes qui le font. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de gens maintenant qui comprennent le principe et le fonctionnement par rapport à il y a 4-5 ans en fait. Mm. Je sais pas si j'y suis un peu pour quelque chose, sûrement pas beaucoup, mais je pense que c'est plus par la force des choses et le fait que quasiment toutes les équipes maintenant euh, font ce genre de mouvement comptable sur leur salary cap avec leur effectif. Moi, je trouve que ça se développe et il y a de plus en plus de monde qui, niveau côté financier, Ouais. ont bien capté tous ces principes-là. Ouais. Et si vous en avez un seul à garder en tête, et je pense que je ne me tromperai pas en disant ça, euh, tout se paye un jour. Voilà. En Ouais, général, rien ne disparaît,
Rien ne Ouais. disparaît, tout se transforme. Exactement. C'est bien résumé. Allez, on va vraiment passer à la partie qui concerne les Cowboys. Comme pour tous les épisodes, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir rapidement sur la saison précédente. On va passer tranquillement sur l'intersaison pour se projeter sur la saison suivante. Dallas Cowboys, bilan de la saison. Nous, avant la saison, on les voyait en playoff. On les voyait en playoff, on les voyait dans les 8-9 meilleures équipes. On pensait que avec notre power ranking, ils étaient censés avoir le pick 24, donc on avait des hautes attentes côté front office pour la saison des Cowboys. Et malheureusement, on a eu un bilan de 7-10. Doug, j'ai commencé par toi avant de laisser Mathieu rebondir. Qu'as-tu pensé de la saison des Cowboys? Bah écoute, effectivement, je voyais les Cowboys plus haut, clairement, que ce qu'ils ont fait cette année. Donc, j'ai été un petit peu déçu, effectivement, de cette saison des Cowboys. On est vraiment en deçà des attentes quand même qu'on peut avoir pour une équipe comme Dallas. Donc, effectivement, ouais, une saison assez décevante, tant sur les résultats que sur le jeu, que sur l'entertainment autour. Franchement, non, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, non, vraiment, on espère pour eux qu'ils vont se ressaisir et pouvoir un petit peu tenir leur rang. Mathieu, est-ce que tu es assez aligné avec ce qu'a dit Doug? Et puis je te laisse compléter avec ton analyse. Fais-toi plaisir. Ouais, bah, analyse, il y a plusieurs choses, hein. Je pense que à mon avis, personne n'attendait un bilan comme celui-ci. Moi, je faisais partie des gens qui disaient que ce serait une saison un peu où j'avais pas énormément d'attentes. Pas une saison transition, mais une saison où, pareil, pour parler un peu de salary cap, il y avait un peu des choses qui avaient été faites. Il n'y avait pas eu des restructurations à fond qui avaient été faites. C'était pas un reset, mais comme une sorte de saison où tu ne maximises pas toutes les ressources que tu pourrais avoir à ta disposition pour faire vraiment un all-in, alors que c'était un peu le thème de la saison, en tout cas au niveau médiatique, après les déclarations de Jerry Jones. Et donc je m'attendais quand même à mieux, mais après il y a des circonstances qui ont fait que ça n'a pas été aussi bien. C'était quand même une saison qui a été très entachée par les blessures, surtout au point de vue défensif. Enfin même en attaque aussi, puisque Dak Prescott il a fait à peine la moitié de la saison. Il s'est blessé au 8e match. Et, euh, et donc ça forcément que ça gêne. Mais bon, il n'avait pas été très bon avant ça. Par contre, en défense, si on regarde bien, il y a par exemple tous nos defensive edge qui ont raté des matchs, les 4 meilleurs. Micah Parsons, il a raté 5 ou 6 matchs. DeMarcus Lawrence l'a raté toute la saison. Sam Williams l'a raté toute la saison. On avait aussi drafté Marshall Nyland. Il a raté plus de la moitié de la saison. Donc ça fait déjà les 4 meilleurs defensive edge qui n'étaient pas là. Et puis ça a aussi été la catastrophe au niveau des cornerbacks, puisqu'on était censé partir avec une super paire entre Trevon Diggs et Darren Blount. Darren Blount s'est blessé pendant le training camp. Il est revenu qu'à la semaine 10. Et au moment où il est revenu, Trevon Diggs s'est blessé au genou. Et donc, on n'a jamais eu les deux en même temps. On les a eu pendant un match peut-être. Donc, forcément difficile. C'est ce que les atouts de Dallas au niveau de la défense sur les années précédentes, c'était vraiment le fait de pouvoir mettre la pression grâce au defensive edge et de pouvoir créer des turnovers derrière avec des playmakers comme Blount et comme Trevon Diggs qui sont pas les meilleurs shutdown corners, mais par contre qui sont capables d'un nombre d'interceptions impressionnant. Blount, il en avait fait 9 sur la saison 2023. Trevon Diggs en avait fait énormément aussi sur les saisons d'avant. Donc voilà, c'est un peu le résumé. Et puis donc tout ça avec une inhabilité à arrêter le jeu de course quand on était en défense. En attaque, on a eu Dak Prescott qui s'est blessé. Il y a Brandon Cooks qui s'est blessé dès la semaine 2 aussi. C'était le receveur numéro 2. Des petites blessures aussi sur la ligne offensive. Zach Martin qui est sorti au bout de 9 ou 10 matchs. Et puis voilà, quoi. C'était aussi une saison où moi, quand je faisais les previews, que j'avais fait plusieurs émissions, je disais que il n'y avait pas eu énormément de joueurs majeurs qui étaient partis, même quasiment aucun. Mais par contre, il y avait plein de joueurs, soit starters, soit de rotation importante, qui étaient partis. On avait besoin en fait que les jeunes derrière step up, que ce soit en ligne offensive et également sur la ligne défensive. Et ça n'a pas trop été le cas en fait. Le seul vrai point positif, je pense, ça a été par rapport à Overshawn,
qui était un linebacker qui revenait d'une grosse blessure et qui, lui, a monté en puissance toute la saison. Et malheureusement, s'est blessé de manière catastrophique au mois de décembre. Donc, sinon, il n'y a pas eu énormément de points positifs, malheureusement, sur la saison. Ouais. Ben, ce contexte très irrégulier a, en plus, je trouve, empêché les cadres de donner la pleine mesure de leur talent. J'ai l'impression, en tout cas, que visuellement, on était moins ébloui par ce que pouvait faire un Micah Parsons. Forcément, sans Dak Prescott, on est un peu moins ébloui par ce que peut faire un CeeDee Lamb. Il y a quand même des talents élites dans cette équipe et dans pas mal des escouades de l'équipe. Mais ouais, la continuité, on en parle souvent. Quand tu peux pas enchaîner 2 matchs de suite avec le même roster, ça ne facilite pas les choses. Mathieu, on t'avait du coup envoyé le déroulé de cet épisode et on aimerait bien savoir quel est pour toi le match le plus représentatif de la saison des Cowboys. Et ça peut être via un événement, ça peut être dans son déroulé. Non, alors le match que j'ai choisi, c'est un match, je crois que c'était semaine 5, semaine 6, quelque chose comme ça. Et c'était les Cowboys contre les Lions. Donc Cowboys. c'était la Voilà. branlée. Ouais. Ah Non, oui. pourquoi j'ai choisi ce match-là? Donc, pour info, hein, ça finit 47-9 pour les Lions, parce que c'est vraiment contre une équipe, ce genre d'équipe, équipe du top tiers, avec une bonne attaque, un très bon jeu de course, un quarterback potable, des cibles, une très bonne ligne offensive, qu'on s'est rendu compte à quel point en fait cette équipe contre les tops équipes de la ligue, elle pourrait rien faire en fait cette année avec autant de blessures et puis même avec les limitations qu'elle avait quoi. C'est-à-dire une inhabilité totale à arrêter la course. Il y a quasiment 200 yards sur ce match-là pour les Lions. C'est la ligne défensive, l'intérieur de la ligne, Mazi Smith qui se fait enfoncer, et même pas en étant double team. Hein. C'est quand même un mec, c'est un obstacle. Il est censé au moins, même s'il ne fait pas de jeu de lui-même, être un peu un poids inamovible, surtout quand il est en un contrat. Et c'est normalement quelqu'un qui doit attirer les double teams tout le temps. Ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Et puis, bon, là, il y avait personne qui n'était pas là en plus. Donc, quasiment zéro pression sur Goff qui a distribué tranquille de partout pendant tout le match. Et puis, voilà, en attaque, euh, une attaque qui fait pas grand-chose. Une attaque, en fait, qui est tout de suite sous pression, qui est en retard dans le match très, très rapidement. Et avec un Dak Prescott qui, on le sait, dans ce genre de situation, euh, a tendance un peu à surjouer, à se faire intercepter, à se faire saquer, à tenir la balle trop longtemps. Et voilà, ça a été l'enchaînement. Enfin, c'était un match complètement catastrophique. Je pense que la saison, elle n'est pas catastrophique à ce point-là. En fait, c'est pas, ce match-là ne reflète pas tout l'ensemble de la saison, mais en tout cas, résume un petit peu les capacités qu'avait l'équipe et qu'avaient les Cowboys face aux 5-6 meilleures équipes de la Ligue en 2024. Ouais, toi, en gros, ce match-là, il a permis de voir le plafond et tu t'es dit, OK, l'écart avec les top teams, il est trop grand. Donc, cette année, peu importe qu'on soit à 6, 7, 8, 9 victoires, tu savais que ça pouvait pas, sauf déclic exceptionnel ou trade incompréhensible, tu savais qu'il y avait peu de chances que ça fasse home run, quoi. Ouais, non, clairement, en Mm. fait, c'est vraiment à ce match-là, je me suis dit, bon, même si tout se recoupille bien, si les blessés qui devaient revenir, voilà, euh, sont de retour avec un bon niveau dans quelques matchs, ça servait à rien de finir à 17, d'accrocher une Mm. place en playoff, tu sais, genre le 7e seed, tu te serais fait complètement éclater le premier match, c'était clair et net, donc voilà. Ok, écoute, sans faire déjà du spoil sur la fin de l'épisode et de ne parler que de la saison 2025, on a eu ton ressenti de la saison. Globalement, est-ce que cette saison t'a quand même inquiété pour l'avenir ou est-ce que, un peu comme tu l'expliquais, tu te dis, bon, il y a eu des blessures, il y a eu un peu de malchance, il y avait des questions salariales. Est-ce que c'était un pas de côté pour mieux rebondir? Globalement, quand t'arrives au bout de la saison, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis, ouais, il y a du boulot avant de retrouver le top?
Non, je me dis qu'il y a du boulot. Après, j'oublie pas qu'on avait fait les 3 années précédentes, 3 saisons de suite avec 12 victoires, 3 apparitions en playoff, et qu'il reste beaucoup de talent quand même dans l'effectif. Ça, je n'oublie pas. Après, il y avait une sorte aussi peut-être un peu de fin de cycle avec Mike McCarthy, qui avait été encore mis dans une position un peu impossible, avec un contrat qui allait au bout. Ça, c'est un truc que je déteste en fait. Soit tu vires les coachs quand il leur reste un an, soit tu les prolonges, mais faire toujours ces trucs-là, en fait, de laisser aller jusqu'à la dernière année un coach, c'est jamais une situation qui est très agréable, ni pour le coach, ni Ouais. pour les joueurs, ni pour voilà, tout l'environnement du club. Ça fait des discussions un peu inutiles dans les médias. Et donc voilà, non. Maintenant, il y a une nouvelle équipe de coach qui est en place. Je n'étais pas spécialement enchanté par le choix du head coach. On est resté dans la maison, hein, on en parlera un peu plus tard avec Schottenheimer, mais par contre, j'aime beaucoup quand même le discours qu'il a depuis qu'il a été embauché. Alors les discours, c'est pas ce qui fait gagner les matchs, mais c'est quand même un bon début. Ah, J'aime aussi beaucoup, surtout, les coachs assistants qui ont été engagés, surtout du côté offensif, surtout en voulant, on a l'impression, mettre un point d'appuyer très fortement sur le développement de la ligne offensive. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était très, très défaillant dans l'ancienne organisation, dans l'ancien coaching staff. Je pense que notre coaching staff, notre coach de la ligne offensive était très mauvais et ne facilitait pas du tout la vie des joueurs ni des running backs. Voilà, donc voilà, j'ai confiance par exemple dans ce truc-là pour pas aller trop loin déjà dans la projection sur la saison 2025. Mais voilà, à la fin de la saison, évidemment, bah, on avait surtout des questions. Qu'est-ce qui va se passer sur le coach? Il a fallu attendre encore plusieurs jours avant de savoir que c'était plus Mike McCarthy. Et maintenant, bon, bah, voilà, il y a l'off-season qui se déroule un petit peu. Je suis pas mécontent de toutes les choses qui ont été faites. Eh bien, écoute, avant de venir à l'off-season, je laisse Doug fermer un peu ce chapitre 2024. Doug, est-ce que tu avais un élément avec lequel tu voulais compléter, rebondir? Non, 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 ça a été plutôt bien dit. Après, je trouve que ça appuie un peu sur le côté blessure, même si c'est vrai qu'il y en a eu. Mais je pense que ça n'a été un aggravateur, on va dire, de la situation des Cowboys sur la saison. Les blessures sont venues vraiment les achever, mais je ne sais pas si ça partait pas déjà trop loin, s'il n'y avait pas quelque chose de cassé dans ce groupe, justement, avec McCarthy en fin de course. Et pour le coup, oui, et ça fait partie des équipes, et justement, on y arrive où eh ben, il y a quelque chose qui est mis en place pendant l'intersaison. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir pris le taureau par les cornes du côté de Dallas. Voilà, il y a eu un petit coup de mince, j'ai perdu le nom, mais le sport là où ils rebondissent sur les taureaux, là, en plus ils font ça au TMT Stadium tout le temps. Le rodéo? Au rodéo, il y a eu un coup de rodéo du côté du père Jones, et on espère que ça sera concluant pour vous, parce qu'on a tous envie d'avoir une équipe de Dallas performante, étant donné qu'ils sont en prime time une semaine sur deux déjà. Eh Exactement. bien, Je crois qu'on a 9 matchs, 9 matchs stand-alone la saison à venir, donc plus de la moitié. ce qui est infiniment fois plus de matchs que les Titans, puisque les Titans n'en auront aucun, tout en ayant le numéro 1 de la draft dans leur rang. Je tiens à le dire ici, c'est un scandale. On va passer à la partie free agency. Ouh, ça Et, dénonce. et très clairement, si j'ai mis ce maillot aujourd'hui, c'est un peu pour faire un mea culpa, puisque avec Mathieu, on avait échangé quelques tweets autour de l'intersaison notamment et de la draft, où je me plaignais de ouais, mais ils n'ont pas pris de receveur. Et malheureusement, je n'avais pas pris assez de hauteur. Voilà, j'ai failli à ma position de membre du front office. Je me suis précipité sur ce qui s'est passé à la draft sans attendre de voir l'ensemble des moves. Et avant d'entrer dans le détail, je tiens à dire que, avec du recul, j'apprécie cette intersaison des Cowboys. Mais c'est faux, parce qu'en plus, ils ont pris Jonathan Mingo, alors... Ça, c'était en cours de saison dernière, et c'était un des choix critiquables, je pense, au niveau achat. Mais écoute, la barre du navire a été assez bien redressée. Après le petit coup de rodéo, il y a eu un petit coup de Viagra. Avant d'attaquer
la Free Agency, les Cowboys étaient une équipe avec beaucoup de cap. Là, attention, je parle sous le contrôle de l'expert. De notre Alex m'a mis huissier. des chiffres dans le tableau, mais je crois qu'au 10 mars, avant le début de la Free Agency, les Cowboys affichaient 54 millions de disponibilité. Ce qui devait les mettre assez haut dans le classement. J'ai plus tout en tête, mais à mon avis, ça devait être très largement dans le top 8-10 des équipes qui avaient le plus de cap. Et C'est possible. il y a eu des signatures. On a eu notamment pour les 4 recrues les plus chères, Dante Fowler, Robert Jones, Javonte Williams et Solomon Thomas. Très clairement, comme je l'ai dit, hein, j'apprécie. Mathieu, est-ce que toi, tu as un joueur parmi ces signatures, parmi ces 4-là ou d'autres, hein, j'ai donné que les 4 plus chers, mais est-ce que selon toi, déjà, cette free agency a répondu à une partie des besoins avant qu'on passe à la draft des Cowboys, et laquelle des signatures est-ce que tu as préféré dans le lot? On va quand même pas se mentir, hein, c'est pas très très sexy, hein, les signatures des Cowboys. Le joueur le plus cher qui a été signé, c'est Kenneth Murray. Et c'est quand même moins de 8 millions. 8 millions aujourd'hui dans la NFL actuelle avec un cap qui a, je sais plus combien, 275, 280. On est vraiment sur des joueurs plutôt de rotation, des vétérans qui ont mis un petit peu des trous, voilà, colmater un peu les brèches. Je pense qu'il n'y a aucun des joueurs qui a été pris pendant la free agency qui va vraiment qui va changer radicalement le visage de l'équipe. Après, voilà, on le sait, hein, Dallas, c'est une équipe qui est construite principalement par la draft, par ses propres joueurs. C'est une équipe qui, saison après saison, fait partie toujours quasiment des top 5, voire même des top 3 des équipes qui ont, en termes de pourcentage, le plus de joueurs qui ont commencé leur carrière en fait aux Cowboys et qui ont fait toute leur carrière là-bas. Donc, voilà, depuis toujours, depuis plus de 10 ans, la stratégie de la free agency, c'est d'attendre de passer la première vague. On sait qu'il n'y aura pas de signature le premier jour, pas le deuxième jour. En général, il faut attendre quasiment une semaine avant d'avoir une première petite signature. Puis on prend un petit peu les restes, les joueurs qui n'ont pas trouvé de preneur au tout début de free agency, avec des salaires un peu modestes, qui envoient leurs ambitions salariales à la baisse, essayer de faire des coups comme ceci. Donc oui, il y a des joueurs d'expérience. Moi, je suis content du retour de Dante Fowler. C'est quand même un joueur qui a bien performé chez nous, qui a bien performé l'année dernière en suivant Dan Quinn aux Commanders. Et donc, un joueur de rotation pour amener de la pression sur le quarterback, c'est bien, c'est une bonne petite signature, c'est pas très très cher. On est sur un joueur qui a 31 ans, donc qui va avoir 31 ans, donc je pense qu'il en a encore un petit peu sous le pied. Il peut nous faire une bonne saison cette année. Et puis pareil, Kenneth Murray, pourquoi pas, des Titans, quelqu'un que tu connais bien, en linebacker, sachant qu'en plus Overshawn ne va pas pouvoir commencer la saison à cause de sa blessure au genou. Ça peut être bien en fait. Donc voilà, ça c'est plutôt les joueurs que je veux mettre en avant. Pour le reste, voilà, les Robert Jones, de toute façon, ce sera pas un starter. Et puis voilà, après les joueurs, ça c'est pour les signatures. La vraie grosse signature, de toute façon, je pense que on en parlera plus tard. Hein, elle vient sur le poste de receveur et d'un joueur qui jouait en noir et jaune l'année dernière. Donc, de ton côté, avant cette période d'intersaison, quels étaient pour toi les plus gros besoins? Et du coup, quelle signature, s'il y en a une dans la free agency, tu as aimé? Ou à l'inverse, quel départ tu t'es dit putain, ça, ils auraient pas dû. Le gros besoin pour moi, c'était au poste de coureur. Avoir une équipe comme les Cowboys qui... J'ai un problème là. On t'entend. On sait que l'aspect technique est un enjeu ce soir. Tu as un problème comme les squads de coureurs des Cowboys a eu en 2024, effectivement. Bon, là, il y a un vrai problème, apparemment. Alors les gars, d'un coup, j'ai eu une musique, c'était Patrick Sébastien, je sais pas qu'est-ce que c'était le cirque Pender dans mes oreilles, j'entendais mais plus après, rien, je suis désolé. si ta playlist Spotify se met en route pendant que Non, tu enregistres,
Je pense que c'est une pub qui était sur ESPN parce que j'étais sur ESPN en même temps. Je suis désolé. Donc, effectivement, on a un gros problème de coureur, quoi. Tu es 27e de la ligue, 6 touchdowns au sol. C'est très insuffisant. Donc, je les attendais là-dessus. Il y a eu 2 renforts, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, il y a Javonte Williams et puis il y a l'autre de Carolina qui arrive, Miles Sanders. Miles qui a été Sanders. signé. Bon, ben à eux deux, c'est aussi 6 touchdowns, donc la plus-value, va falloir la chercher. Mais ouais, non, je les attendais beaucoup là-dessus. Et bon, on verra en tout cas, là, on est sur la Free Agency. Et sur la Free Agency, il n'y avait pas non plus énormément de noms sur le marché, mais voilà, on reste un peu sur notre fin là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais c'est vrai que c'est quand même assez important à ce poste-là, quoi. Ouais, moi, je suis pas trop. Je suis plutôt de l'école running back don't matter. Donc, ça Ah, me dérange pas trop. En fait, moi, personnellement, je trouve que aller chercher un running back performant en free agency qui te coûte cher, c'est très bien quand tu as une équipe qui est déjà en place, que tu as oui, déjà un excellent jeu de course, tu as déjà une bonne ligne offensive qui est bien coachée. Et par contre, commencer à ajouter ce genre de joueur-là quand tu n'es pas prêt à faire un réel push pour aller chercher ton titre, c'est une très mauvaise idée. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de dépenser des ressources salariales sur les running backs. Donc non, moi j'ai pas été embêté par le fait qu'on n'ait pas été chercher de running back. Je trouve que de toute façon, il n'y a pas grand-chose de dispo. Je trouve que ceux qui ont été pris, qui étaient dispo, le tarif, c'était pas top. Donc non, mm. là, je leur en veux pas du tout en fait de pas avoir été chercher trop de running back. Ça, c'est pas. Il y a plein de choses auxquelles je suis pas forcément d'accord avec les décisions du front office, mais ça n'en fait pas partie. Mais c'est vrai que c'est plutôt un besoin global, on va dire. Donc là, il m'a dit vraiment sur la free agency. Pour moi, c'était le premier besoin qui ressortait. Donc ils l'ont adressé, on va en parler à la draft, ils l'ont adressé, même s'ils ont pris le temps avant de l'adresser. Ça, après, on en reparlera. Mais ouais, non, coureur, et puis la ligne offensive, parce qu'on a quand même la retraite de Zach Martin, c'est quand même pas rien, hein, de devoir remplacer un monsieur comme Zach Martin, même si il était peut-être un petit peu moins performant sur les dernières saisons, ça reste quand même un top player à son poste. Donc là aussi, encore une fois, il a fallu pallier à son départ et ils l'ont fait via la draft là aussi. Donc ça a été un choix sur ça. Bon, on va aller très tranquillement vers la draft. Avant ça, on va quand même. Juste si je peux faire Ouais, 30 bien sûr. secondes sur un joueur en fait qui est parti. Moi, il n'y a aucun joueur vraiment. Il y a aucun joueur pour qui ça m'a dérangé. Les départs de Marcus Lawrence, quand même multi-pro bowler, Brandon Cooks, Mm. etc. Pas grave. Le seul départ qui m'embête réellement, c'est celui de Jordan Lewis, ou Jordan Lewis, pardon. C'est un cornerback. C'est un cornerback qui joue dans le slot. C'est honnêtement pour moi l'un des 5 meilleurs slot corners de la ligue. Un joueur qui est pas souvent blessé, qui a eu, je crois, une grosse blessure dans sa carrière, mais et un joueur qui a la niaque, je pense qu'il dans le vestiaire faisait beaucoup de bien et qui malheureusement est parti. Alors il a signé un gros contrat quand même, hein, puisque il a signé pour 10 millions l'année chez les Jaguars, mais ça, à la limite, je les aurais bien mis pour qu'ils restent chez nous. Et sachant qu'en plus, il y a des problèmes de santé avec Trevon Diggs, Mm. ça peut être problématique. Je pense que la profondeur au poste de cornerback va être très mince la saison prochaine à Dallas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout quand tu es sur un poste qui est bien soumis aux blessures, un joueur fiable, dans une ligue où voilà, on voit le poste de corner, il devient capital. Enfin, il l'était déjà, mais je trouve qu'il est encore plus quand on voit le volume de passes sur les 6-7 dernières années. On va parler, avant de passer à la drive, quand même du gros trade, qui est celui que les Cowboys ont réalisé pour George Pickens, receveur, qui a été du coup le sujet de notre échange Twitter d'il y a quelques semaines, où je me plaignais du manque de signature de receveur, en disant, t'as mis 60 patates sur un quarterback, t'as un receveur 1 bien établi, et bon, le mec arrive à être bon, ça c'est top.
mais tout repose sur lui parce que ton gap entre ton receveur 1 et ton receveur 2 était abyssal, que ce soit Brandon Cooks ou Jalen Tolbert. Et move Et j'avais intéressant. répondu, l'off-season n'est pas terminé. Ouais, ouais. semble-t-il. Ouais. Et pour ça que je porte ce beau maillot ce soir, je sais dire quand j'ai tort. Et du coup, move pour George Pickens, qui n'a pas coûté très cher. Alors, j'ai plus exactement la compensation en tête, mais c'est quoi, un 3e et un 5e? Un 3e et un 5e contre Pickens et un 6e. Alors, Donc, côté Steelers, il y avait un peu ces interrogations. Visiblement, on n'est pas dans les vestiaires, mais Pickens ne serait pas le joueur le plus facile à gérer dans une équipe. Ça a surpris beaucoup de monde de le voir partir après que les Steelers bougent pour Metcalf. On s'est dit, bah ok, les Steelers, ça fait quelques années que c'est une belle défense, on se plaint toujours de l'attaque, ils ont enfin un duo de vrais receveurs, ils vont essayer de mettre un QB derrière ça, pourquoi pas. Et là, on voit Pickens qui arrive chez les Cowboys. Mathieu, tu avais partagé ton avis sur les réseaux, mais pour ceux qui ne te suivraient pas ou qui n'auraient pas envie de fouiller dans les archives Twitter, qu'as-tu pensé de ce trade pour tes Cowboys? Alors, c'est un trade clairement où il y a deux choses très distinctes à analyser. La première chose, je ne sais pas si c'est la plus importante, en tout cas, clairement, on est là pour parler football, c'est justement le côté foot, le côté match, et c'est un trade qui fait beaucoup, beaucoup de sens, en fait, pour Dallas. Donc, la draft était passée, on n'est pas allé chercher de receveurs, c'était une classe quand même assez faible de receveurs. À mon avis, ils avaient en tête Macmillan, mais qui est parti avant chez les Panthers. Et donc, du coup, plutôt que d'aller rich ou sur des profils sur lesquels ils n'étaient pas très convaincus, ils ont préféré faire toute la draft sans prendre un receveur et on est allé chercher ce Pickens en trade. Et donc, oui, sur le papier, c'est quasiment parfait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est en complément de CeeDee Lamb. C'est le top. CeeDee Lamb, c'est plutôt un joueur qui aime bien évoluer un peu à tous les postes de receveur, mais beaucoup dans le slot. Et c'est un vrai poison quand il est dans le slot. Alors que Pickens, lui, c'est vraiment un joueur c'est un bouffeur de ligne, en fait. Il reste toujours sur un côté, à droite ou à gauche, et il va en profondeur. Et il reste sur son côté, il isole un peu un cornerback, et sa grande qualité, même si ce n'est pas forcément sa vitesse, c'est les réceptions contestées en 1 contre 1, où il est très 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 fort, en fait. Donc sur la partie football, je pense qu'il n'y a pas grand débat. Je pense que c'est un move qui est hyper intéressant et qui fait énormément de sens pour l'équipe. Maintenant, on le sait, Pickens, bah voilà, s'il y a des rumeurs, des choses qui sortent, on l'a déjà vu sur le terrain. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à se canaliser. C'est un joueur qui perd son sang-froid, qui perd patience. C'est un joueur très émotif. Donc c'est un joueur qui apparemment crée aussi des problèmes un peu dans le vestiaire. Je pense pas vraiment diva, mais c'est juste voilà, quelqu'un qui a du mal à rester focus et qui s'énerve et c'est pas bon dans un groupe, tout simplement. Donc il lui reste qu'1 an de contrat. C'est très risqué. Comme je disais en fait sur les réseaux, pour moi, il n'y a pas de milieu. Il n'y aura pas de Pickens qui fait sa petite saison, receveur de correct, 800 yards, 5 touchdowns et basta. C'est soit ça match et on a un super duo et il va faire plus de milliards comme il a fait quasiment tous les ans depuis début de sa carrière, pardon. Et c'est top. Ou soit ça explose directement au bout de 6 matchs. Si en plus l'équipe ne performe pas très bien et il n'y a même plus de Pickens dans l'effectif au 1er novembre. Quoi. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ok, Doug, je vois que tu as mis ton avatar sceptique. Cela veut-il dire que tu as des doutes sur Pickens? Non. J'ai pas de doute. Je trouve que c'est un très bon ajout justement sur ce poste de receveur numéro 2 derrière un CeeDee Lamb qui fait partie de mieux dans la ligue. Et je trouve que du coup, cette room de receveurs avec CeeDee Lamb, Pickens, et derrière, tu vas avoir un Albert et même Kavonte Turpin derrière qui en fait 400 aussi. Ça a de la gueule. À l'arrivée, les 4, ça vient vraiment faire une grosse upgrade. Alors après, à eux, oui, effectivement, de réussir à canaliser le monsieur.
à faire en sorte qu'ils soient focus sur le football et que, de toute façon, les mecs, ils sont pas cons quand même. S'il lui reste qu'1 an de contrat, il va vouloir performer pour justement encore aller chercher, un contrat la saison suivante. Donc non, et puis il y a ce côté un petit peu bling bling quand même aussi qu'on aime bien du côté de Dallas quand même, voilà, ça vient faire un petit peu de paillettes, un bon receveur, ça remet un petit peu un bon coup de projecteur et ça fait quand même un gros duo avec CeeDee Lamb donc non, là, Dak Prescott, il a été choyé. Ouais, ouais, franchement, je suis assez d'accord. Je trouve qu'en termes de profil, de contrepartie, franchement, un troisième et un cinquième, pour un joueur de ce talent-là, ça valait le risque. Pour Jonathan Mingo, vous aviez donné un quatrième, je crois. Donc, c'est pas la même situation contractuelle, pas le même Ouais, âge. c'est pas la même chose, hein. Il restait plus de temps de Ouais, contrôle du plus de temps de contrat. ouais, On est sur un en salaire qui est rookie. quasiment nul en fait, Ouais. hein. Tu as 3 millions de contrats sur 2 ans et demi en fait, donc c'est rien du tout en fait. Donc, Ouais, mais tu vois, donner un quatrième pour un joueur où je trouvais que c'était déjà tôt de se dire bah, il est en échec dans sa franchise, on essaye déjà de le relancer. Quand ce trade avait été fait, j'ai l'impression que la plupart des réactions, en tout cas, étaient penchées plutôt du côté du scepticisme en termes d'investissement, talent du joueur et contrepartie. Là, j'ai l'impression qu'avec Pickens, bah, en fait, si ça fonctionne pas, on se dira bon bah ok, pas grave, ils ont tenté un move sur un joueur talentueux. En tout cas, moi, c'est clairement pas là-dessus que je viendrai taper sur les Cowboys si ça fonctionne pas, quoi. Donc ouais, je rejoins Doug en plus qui a cité les receveurs, mais vous avez aussi Jake Ferguson au poste de tight end, qui est un joueur qui est aussi capable de capter quelques ballons, quoi. bah, surtout, Sean Maker là aussi qui est pas mal. surtout ouais, Schoonmaker, Mm. mais qui a un petit peu émergé l'année dernière. Non, surtout ouais, Ferguson. Alors, elle n'a pas fait une bonne saison l'année Ouais. dernière, hein. Elle avait fait quand même beaucoup d'erreurs à des moments cruciaux, alors qu'il avait fait une bonne saison l'année d'avant. Peut-être qu'il y avait un peu trop de pression aussi sur lui, hein, parce que ça a été globalement toute la saison la cible numéro 2, hein, puisque Mm. Brandon Cooks n'était pas là. Quand il est revenu, en plus, c'était pas à 100%. Mais là, un Jake Ferguson dans une équipe où, si tout se déroule bien, s'il n'y a pas de blessure, et qu'il y a une bonne alchimie qui se crée avec Pickens, et la troisième ou la quatrième cible de ton attaque, là, par contre, ça peut être un joueur intéressant où les défenses ne sont pas focalisées sur lui. C'est quelqu'un qui peut faire des belles choses. Ok, ça va être en tout cas un des joueurs à suivre côté Cowboys pour la saison à venir, puisqu'il peut vraiment avoir un rôle Factor X. Dans une moindre mesure, si je voulais quand même rajouter que ils sont venus prendre, le quarterback remplaçant qu'il y avait du côté de New England, Joe Milton, Ouais. the third, qui avait montré des trucs un petit peu fun. On voyait pas mal il a montré des trucs un peu fun en pré-saison l'année dernière avec New England avant d'être effacé complètement par Drake May. Mais gros bras, voilà. Moi, c'est le genre de joueur, au moins si tu perds ton quarterback, encore une fois, je leur souhaite pas du tout, c'est parce que ça serait beaucoup trop que Dak Prescott soit encore blessé la saison prochaine. Mais là, tu as du fun derrière quand même, donc ça pourrait être plutôt marrant à regarder. Et puis il a joué le dernier match de la saison et il a été bon, hein. Ouais, non, franchement, il y a des trucs vraiment intéressants, hein, donc c'est pas con d'être venu l'ajouter, quoi. Non, je suis d'accord, je trouve que c'est un move aussi très intelligent. Je crois que c'est contre un cinquième ou sixième. Ouais, Ça, c'est le genre ouais, de mouvement, d'action front office en fait, il y a pas énormément de risques et en plus, potentiellement, il peut y avoir une récompense qui peut être très très bonne. Donc, exactement. avec un faible pourcentage, certes, mais non, ça, ouais, c'est Mm. un mouvement intéressant. Ouais, mais quand ça arrive, c'est vraiment le jackpot, quoi. C'est soit tu as un quarterback pour enchaîner et c'est très bien, soit si tu as un Prescott qui est bon et les quelques moments où tu mets Milton, tu te rends compte qu'il est très bon aussi. Tu as une équipe qui peut te donner une contrepartie beaucoup plus grosse que ce que tu as donné pour le récup. Donc, ouais, il y a... c'est quasiment du zéro risque avec la contrepartie donnée. Très, très beau move. Dans la suite des beaux moves, on va parler, de la draft. Avant d'entrer dans le détail de la draft et de dire ce que nous, on en a pensé, on a nos camarades PA et Alexandre qui ont fait 8 épisodes, un par division, sur les drafts de chaque équipe. Et ils ont rangé les Cowboys dans le tiers A, le tiers des bons élèves, tout en haut de la pyramide. Nos experts draft du front office ont adoré cette draft. Pour rappel,
Il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y avait 9 pics. Et on a eu donc notamment Tyler Booker en 1.12, joueur de ligne offensive. On a eu un edge au deuxième tour. Troisième tour, on a eu un cornerback. Comment il s'appelait le edge? Eze Ruaku. Ah, Donovan. On, Voilà, on- c'était on là. a senti qu'il y avait une tentative d'esquiver le nom. Ah ouais, bah totalement, puisque nous on aime bien donner les coulisses. On a un tableau Excel avec tout plein de petites notes, parce que oui, ça nous arrive de préparer les épisodes, encore plus quand ce C'est sont pas les toi. bilans d'intersaison. Ah non, c'est clairement pas moi. Là nous, non. Là, moi, je reviens de vacances. Je suis monté dans le vaisseau parfaitement organisé d'Alex. Mais voilà, j'ai un tableau Excel où c'est à peu près écrit encore 2,4. Donc autant vous dire que lire ce nom qui me paraissait compliqué a été un sacré challenge. En tout cas, on a donc du joueur de ligne offensif, un edge au troisième tour, un cornerback, poste qu'on a évoqué déjà. On a eu ensuite deux choix au cinquième tour, avec notamment un running back. On va y revenir, Jaden Blue. Derrière, encore un linebacker, joueur de ligne offensive, joueur de ligne défensive, un deuxième running back au septième tour et un dernier DL en toute fin de septième tour. Globalement, Mathieu, d'abord ton sentiment global sur la draft des Cowboys, et ensuite un peu les mêmes questions qu'à chaque fois. Le pick que tu as préféré et celui que tu as le moins aimé, s'il y en a un. Ouais, alors, mon sentiment, ouais, positif aussi. Évidemment, le pick en 1-12, c'est pas hyper sexy, ça a l'air d'être un petit peu rich. Comme je te dis, je pense que la cible, c'était clairement Teteroa Macmillan, qui est parti 3 picks avant chez les Panthers. À mon avis, ils ont essayé de trade down, arriver au 12. Mais c'est pour faire ça, il faut être deux. Hein, et donc, peut-être que l'équipe qui voulait monter venait d'un peu trop loin et ils n'étaient pas sûrs d'avoir leur cible. Peut-être que juste tout simplement, ce qu'on leur donnait en échange ne valait pas le coup de tenter de descendre et de ne pas avoir son joueur. Et en plus, pour pas gagner grand-chose. Donc, moi, je suis quand même assez d'avis qu'à un moment, les histoires de Rich, le machin, quand tu as des scouts qui bossent bien, qui font leur taf, et que tu es d'accord sur un joueur, ok, c'est toujours mieux de pouvoir, si tu peux le faire, si tu es un peu gambler, d'optimiser tes ressources, gagner un petit pic par-ci par-là, mais voilà, à un moment, tu prends ton joueur et voilà, c'est un choix assez évident, clairement, avec la retraite de Zach Martin. C'est pour faire du poste pour poste. C'est un profil de joueur qui a l'air de bien leur plaire, un profil leader en plus, qui a été leader dans son vestiaire à l'université toute sa carrière. Moi, j'aime bien ça. Ça fait on a toujours besoin de ce genre de profil à Dallas, hein, qui est quand même un environnement assez mouvementé. Donc voilà, moi je suis OK pour ça. Je sais qu'il y a, comme on dit, il y a plein de gens qui disent que c'était un peu tôt. On verra. Hein. C'est ce genre de commentaires qui arrivent tous les ans. Moi, je fais quand même confiance de manière générale au front office de Dallas sur les joueurs de ligne offensive. Il n'y a quand même pas eu beaucoup de busts depuis un bout de temps sur les joueurs pro au premier tour. OK, l'année dernière, Tyler Smith fait une saison un petit peu difficile après avoir quand même été All-Pro dès sa deuxième saison. Je pense que ça a aussi pas mal à jouer avec le coaching staff. On verra. Tyler Guyton n'a pas été très bon non plus, ça c'est clair. Mais on va voir ce qui se passe en deuxième saison. Il fait beaucoup de changements, d'efforts dans son entraînement. Donc voilà, l'historique depuis 15 ans donne quand même, dans la très grande majorité des cas et très souvent raison au front office de Dallas quand ils choisissent des joueurs de ligne offensive au premier tour. Donc on va leur faire confiance là-dessus. Et après, donc mon joueur préféré, moi, ça a été le deuxième pick parce que donc Ezero Aku. Moi, j'avais fait une mock draft avec les copains du foot US de A à Z et moi, je l'avais pris en 12. Et je savais clairement que c'était un reach par rapport au consensus. On le voyait plutôt deuxième partie du premier tour, enfin voilà, dans les 20, 25. Il partait quand même souvent un peu dans toutes les mocks au premier tour. Et là, ou vraiment en fin de premier tour, mais là, l'avoir en 44e, moi, c'est un joueur que j'avais regardé pas mal de tape et je trouvais que vraiment techniquement, il avait une palette technique qui était vraiment très, très développée pour un joueur de cet âge-là.
peut-être pas le physique, le plus gros monstre physique que ça puisse être, mais je trouve qu'en joueur de complément à l'opposé de Micah Parsons, donc ça veut dire qu'il va avoir énormément de 1 contre 1. Dans les situations de pass rush, pardon, il peut être dévastateur. Donc je suis très très content qu'on ait récupéré ce joueur-là au 44e choix. Et s'il y a un pick que t'aimes un peu moins, même si nous on l'a dit, on trouve que c'est une bonne draft, celui où tu te dis bon, Ouais. on aurait pu faire Non, autre chose. je peux pas en donner, je suis pas assez expert. En fait, en gros, les 3 premiers picks me plaisent beaucoup, puisqu'après, avec le cornerback du 3e tour, c'est quand même un joueur qui, encore en début de saison dernière, était prévu pour partir au premier tour. Il se blesse, il se fait les croisés, mais un croisé franc, un croisé net, pas de dommages associés à côté. Il va revenir pour le début de saison ou peut-être voilà, mois d'octobre. Ça sera peut-être une saison où il aura besoin d'apprentissage, mais moi, je suis pas inquiet sur le côté blessure. On se fait les croiser une fois, ça arrive à énormément de joueurs. Là, maintenant, en 2025, 95%, surtout quand j'insiste là-dessus, quand c'est juste une rupture des croisés sans dommage associé d'autres ligaments ou de cartilage ou quoi que ce soit. À 98%, on revient à 100% dans l'année ou après 18 mois. Donc ça, c'est très très bon. Et après, pour le reste, voilà, on tombe sur des joueurs, moi je connais très peu déjà, que je ne suis pas énormément le college football. Donc je peux pas te dire non, ce choix-là, j'aime pas. C'est beaucoup de joueurs après à partir surtout qu'en plus on n'avait pas le choix du 4e tour. Donc tout ce qui a été pris après le 3e, c'est entre le 5e et le 7e. Ouais, Non, mais là je peux pas dire. très, très, très honnête de ta part, hein. Vaut mieux ça plutôt que de balancer un nom au pif. En tout cas, messieurs, vous l'avez entendu de la part de Mathieu, l'excuse du je suis pas passé pro, je me suis fait les croisés, elle ne fonctionne plus dans la médecine moderne. Donc, ça repousse maintenant. Vous devrez trouver d'autres excuses pour expliquer vos carrières flinguées. Voilà. Doug, au niveau de cette draft, déjà, je vais te faire réagir sur le premier pick parce que tu es un peu notre expert de joueur de ligne offensive. Et pareil, même question, pick que tu as préféré, pick que tu as moins aimé. Fais-toi plaisir. Non, pareil, je vais rejoindre PA et Alex et Alexandre Michel sur leur épisode pour effectivement souligner la très belle draft des Cowboys. C'est vrai, comme tu as dit Mathieu, si tu échanges, tu mets Donovan en 12 et tu mets Tyler Booker début de second tour, il n'y a personne qui crie au scandale dans les deux sens. On peut évaluer le fait que Booker, ça soit un petit peu haut par rapport à la position, parce que guard en général, c'est pas une position premium, mais pour l'avoir scout, pour faire les fiches pour cette année, c'est un joueur qui est incroyable déjà. Il a que 21 ans. Comme tu as dit, c'est un leader à Alabama. Il est extrêmement fort, il est extrêmement puissant, il est intelligent. Il a tout, en fait. Il a tout pour le poste. Donc, si c'est un besoin et que tu as un joueur qui fit aussi parfaitement et qui vient remplacer Zach Martin de suite, day one, ben ouais, pourquoi pas le prendre, en fait. Il y a vraiment, je vois vraiment zéro problème là-dessus. Et tout à l'heure, je disais aussi le besoin de coureur. Ils viennent prendre Jaden Blue, qui ne va pas déménager de beaucoup, parce que c'était le coureur de Texas, qui fait une belle saison l'année dernière, même s'il est que, entre guillemets, à 750 yards. Mais c'est un joueur qui va pouvoir être à la fois sur le run et qui est aussi pas mal utilisé à la passe. Parce qu'il est à l'arrivée, il a plus de milliards en cumulé entre la passe et la course. Donc, non, ça va être un petit peu un couteau suisse comme ça. C'était un joueur hyper explosif. Donc, s'il y a l'intérieur de la ligne avec Tyler Booker et Smith qui arrivent à lui ouvrir des brèches, ça peut être très intéressant. Ouais, bah, je vous rejoins, hein. De toute façon, cette draft des Cowboys, je trouve qu'elle répond à pas mal de besoins. En cornerback au 3e tour, on l'a dit, j'avais fait un épisode avec Valentin, que vous connaissez de The Trick Play, même si c'était bientôt plus d'actualité, on avait évoqué un peu aussi la position de corner. Et c'est vrai que là, sur cette draft, ça a été particulier. Ils sont tous un peu tombés pour des raisons soit de blessure, soit de profil assez unique, soit même des doutes d'équipe. Enfin bon, en tout cas, ce poste-là a été adressé de façon très très particulière par beaucoup de franchises pendant cette draft.
Et honnêtement, comme tu le disais Mathieu, avoir un joueur qui était projeté premier tour il y a un an, quand tu le piques au troisième, voilà, il y a toujours, comme tu le disais, c'est presque plus une incertitude médicale avec le niveau des staffs dans les équipes, mais ça a tout, vraiment, ça a tout de l'odeur du bon pick. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun nom très très ronflant dans cette draft, mais que potentiellement, il y a plusieurs très très bons choix, ou quand on va revenir dessus après 1 an, 3 ans, 5 ans, on va se dire, putain, mais quand même, il y a des pics jour 2, jour 3 qui sont hyper intéressants, quoi. Et pareil, je te rejoins Doug, Jaden Blue, globalement, on donne une comparaison très très poussée, mais dans le profil, j'ai pu lire du Alvin Kamara. Alors, on croise les doigts pour vous, pour que ça devienne un Alvin Kamara. Je pense que côté Cowboys, vous prendriez tout de Il suite. prendrait. Non, on prend. Ah bah, quand tu sors d'une saison Rico Dodell et cadavre de Zeke Elliott, ouais. Doug a pu changer son avatar, mais très clairement, même si, attention, première hot take pour moi, je me lance, je vais peut-être vous Roulement de porter la poste tambour. côté Cowboys. Roulement de tambour. Je vous annonce que Javonte Williams va faire milliards et au moins 7 touchdowns au sol. Voilà. Notez-le dans un coin de votre tête. Une ligne renforcée, une attaque à la passe Mais qui d'où tourne ça bien. sort? Mais d'où ça sort? Sur les joueurs de fantasy, parce que je pense qu'il doit être pris au 12e tour en ce moment, un truc du genre. Donc, peut-être pas Ouais. 12e. J'ai pas... Eh ben, potentiel RB1 d'une attaque qui peut performer et dans une équipe qui devrait jouer des matchs serrés, on y viendra après. En tout cas, en fantasy, ça a tout l'air du bon pic. Et pour que ce soit en fantasy, il faut que ça le soit aussi un peu quand même pour de vrai sur le terrain. Voilà. Je pense qu'on va avoir un Javonte Williams qui va atteindre cette barre des milliards et 7 TD minimum. J'ai dérivé un peu du petit point draft, mais vu qu'on parlait un peu de Jalen Blue et qu'on est assez d'accord sur la qualité de cette draft, voilà, je me permets de signer cet épisode de ma petite hot take. Mathieu, je vais te rendre la parole avec une question beaucoup plus globale sur l'intersaison. Question en 2 parties. La première, es-tu satisfait de la gestion de cette intersaison ? Et la deuxième qui rejoint un peu la première, est-ce que selon toi, les besoins qui pouvaient être identifiés avant cette intersaison ont été comblés du côté des Cowboys? Alors, les besoins, peut-être pas tous. Moi, j'aurais aimé encore qu'on renforce un peu plus la ligne défensive, sauf qu'évidemment, il n'y avait pas trop de gros noms disponibles. Quoi qu'il arrive, hein, en free agency, maintenant, il n'y a jamais, dans aucun poste, des très, très, très gros noms. On sait que de plus en plus, les équipes re-signent leurs joueurs en avance, laissent échapper très, très peu de stars. Donc, non, moi, je suis assez satisfait. Effectivement, voilà, il y a des trucs. Alors, si on commence la saison, du tout début de la saison, la chose qui m'a le moins plu encore, ça a été le cirque autour du poste de head coach. Le fait qu'il a fallu attendre une semaine pour savoir que finalement Mike McCarthy, on n'allait pas le garder, enfin qu'on n'allait pas le garder, de toute façon, il n'a déjà plus de contrat. Donc, est-ce que lui voulait rester? On ne sait même pas. Ça, c'est le premier truc. Mais c'est encore des trucs, il n'y a que à Dallas qu'on voit des choses pareilles. Et ça m'a profondément énervé. Sinon, à part ça, la signature de Schottenheimer, que veux-tu que je te dise? C'est clair que ça fait un peu rigoler tout le monde. Le mec, il est dans la NFL, donc déjà, c'est ce qu'on appelle un baby Napo, hein, puisque c'est un baby Nepo, pardon, puisque c'est un fils d'eux. Et ça fait 25 ans qu'il est assistant QB, assistant coach, coordinateur offensif. Il n'a jamais été head coach, donc ça, c'est très très rare qu'on voit ça. On lui donne sa chance, on verra. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le discours et surtout, donc première chose qu'il y avait à combler, c'était un coaching staff. Moi, j'aime bien ce qu'on a fait. Sur le retour de Matt Eberflus, qui avait été aussi coach chez nous et qui devient de nouveau coach défensif coordinateur. On verra. C'est pas trop le style de jeu que je préfère le style de jeu Eberflus, que je préfère en termes de système, mais on verra quand même ce que ça donne. Ce qui est clair, c'est que c'est quand même un coach qui a beaucoup de talent, voilà, quand il coach les défenses. Et par contre,
le gros point positif dans les embauches, moi, c'est les 2 embauches qui sont liées à la ligne offensive. Donc en fait, c'est le coordinateur offensif, qui est Clayton Adams, me semble-t-il. C'est ça, Clayton Adams qui était le coach des lignes offensives des Cardinals. Moi, je trouvais qu'ils avaient un très bon système de blocking. Alors, Doug, apparemment, c'est le spécialiste ligne offensive, peut-être qu'il va me donner son avis là-dessus. Moi, j'aimais vraiment beaucoup ce que faisaient avec le matos qu'ils avaient à leur disposition, les Cardinals dans le jeu, enfin, dans la ligne offensive et principalement sur les schémas de run block. Et ensuite, on a aussi été chercher c'était l'ancien coach coordinateur offensif de Cooper Beebe à Kansas State. Et donc, il devient le coach de ligne offensive. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de super. Enfin, je suis très, très content qu'enfin, on arrête de se baser en fait que sur le talent. On avait des joueurs hyper talentueux et ça fait quelques années qu'on n'a plus des coachs de ligne offensive à la hauteur. Et là, on a vu que ça a été vraiment un point qui a été très mis en avant, qui a été très important en fait au niveau du recrutement du coaching staff de Schottenheimer. Donc voilà, ça, je suis super content vis-à-vis de ça. Après, comme je t'ai dit, pour le reste, voilà, on en a parlé. On a comblé des petits trous avec des vétérans à la free agency. Il n'y a pas eu énormément de mouvements dans un sens comme dans l'autre. Après, une draft que tout le monde s'accorde à dire est correcte. Et si ça se passe bien, voilà, pourrait nous faire avoir 2, voire 3, éventuellement 4 starters sur le moyen long terme. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, si on doit juger le roster de Dallas, on ne le mettra pas dans le top 3, pas dans le top 5. Mais je pense que si on est honnête, on le mettrait borderline top 10, comme on le faisait l'année dernière, en fait, à la même époque. Je pense qu'il ne faut pas avoir un biais de ce qui s'est passé récemment trop important pour dire que voilà, maintenant Dallas est une équipe genre bottom 10 de la ligue. Je pense que c'est pas le cas. On va y venir sur la toute dernière partie de l'épisode. On va voir le calendrier projection. Avant ça, je rejoins ce que tu as dit. Je trouve que l'intersaison, on arrête d'essayer d'avoir des noms gonflants, on essaye de se faire un peu plus discret, sauf le sujet McCarthy. C'est bien. Les Cowboys, il y a assez de lumière sur eux constamment pour pas en plus que ça pète dans tous les sens. Des bonnes petites signatures, beaucoup de coups qui m'ont l'air malins, que ce soit en termes de talent, même si c'est du vétéran, en termes de profondeur. Une draft, on a dit, qui a l'air réussie. Des trades, que ce soit Pickens ou Milton, qui franchement ont un bon risk-reward. Franchement, Doug, je te laisse la main, mais pareil, plutôt satisfait. Dis-nous toi aussi si selon toi l'intersaison a été bien menée et si les besoins ont l'air combinés à tes yeux. Mais déjà, je vais confirmer ce que nous disait Mathieu, effectivement, sur la qualité de la ligne offensive des Cardinals avec le travail qui avait été mis en place. C'est vrai que c'est quand même une ligne qui a réussi à faire passer allez, c'est pas un duo, c'est plutôt un trio Trey Benson, Demarcado, mais surtout James Conner pour des très très bons joueurs. James Conner, il a plus de milliards encore cette saison. Donc oui, ça a su créer des brèches et ça sait ouvrir des gaps. Et je pense qu'il a plus de matos avec Smith et Booker et même Cooper Beebe. Ils le font jouer quoi, centre? Centre, ouais. Ouais, c'est intelligent aussi, hein. Donc non. Et puis c'est jeune, du coup. Donc ça va progresser ensemble. On va les voir pour quelques années, ces trois-là, je pense. Donc non, il y a du meilleur matos que du côté des Cardinals. Donc on va espérer que ça tourne bien, hein. Mais après, je connais pas assez les mecs. Je vais être honnête comme Mathieu tout à l'heure. Je connais pas assez les personnes qui ont été mises en place pour pouvoir juger. Mais si Mathieu a confiance, je pense qu'il a bien suivi son équipe et que on va leur souhaiter en tout cas. Moi, c'est une équipe, je trouve, hyper sympathique en plus. Donc non, je vais vraiment leur souhaiter que ça marche. Eh bien, messieurs, ça va être l'heure de se mouiller. Je vais partager le calendrier. Ah putain, il faut compter là, faut compter. Alors je disais, j'ai passé ma journée sur la fiscalité de l'assurance épargne et tu vas encore me faire compter là. Ouais. C'est donc pour ça que tu nous fais attendre des heures et des heures à chaque fois pour
pour faire tes choix de draft en dynastie. C'était exactement ça, mec. Et oui, Alors, Doug apprend comment détourner de l'argent. non, j'apprends comment faire en sorte que l'État nous en vole moins. C'est pas pareil, monsieur. C'est présenté comme ça m'a l'air très très beau et très très louable. Donc on va valider totalement. Pour Allez, ceux, laisse-moi compter. ouais, je vous laisse compter le nombre de victoires de votre côté que vous voyez pour les Cowboys. Pendant ce temps-là, pour ceux qui n'auraient pas le visuel à l'écran, je vais donner rapidement les matchs. Déplacement chez les Eagles, réception des Giants, déplacement chez les Bears, réception des Packers, déplacement chez les Jets, puis chez les Panthers, réception des Commanders, déplacement chez les Broncos, réception des Cards, bye week qui arrive donc en semaine 10. Et on reprendra ensuite avec Riders en déplacement, double réception Eagles puis les Chiefs, déplacement chez les Lions, réception des Vikings, des Chargers et on finit la saison avec 2 déplacements chez les Commanders et chez les Giants. Mathieu, on te laisse te mouiller en premier Ça sur leur être chaud, ton hein. Ça leur équipe. être chaud dès le départ, hein. Parce que putain, la fin du calendrier. Ouais, la Ça fin du tabasse. calendrier. Après la bye week. Eagles, Chiefs, Lions, Vikings, Ouais. Chargers, Commanders. Voilà, je tiens à souligner, maintenant qu'on a Alexandre dans le podcast qui est pour les Riders, que tu n'as absolument pas souligné le match contre les Riders. Tu es directement passé chez les Eagles. Comme quoi, tu ne les vois pas du tout comme une menace. Non, c'était juste, je commençais, c'était pas par rapport à la bye, c'était juste par rapport à l'enchaînement en fait des matchs. Ouais, En non, commençant mais- par les Eagles après. Bon, non. Moi, tu sais, les prédictions comme ça, toujours un peu difficile. Mais moi, si évidemment, hein, ça clique un petit peu, si on est un peu épargné au niveau des blessures, euh, 10 à 11 victoires, je trouve pas ça déconnant en fait, hein. Encore une fois, il y a les éléments essentiels de l'équipe qui étaient là il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand l'équipe faisait 12 victoires, 12 victoires, 12 victoires, sont toujours là en fait. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, Idiote. parce qu'il y a eu une saison effectivement médiocre. Il y a eu une saison médiocre l'année dernière, mais donc entaché de beaucoup de blessures. On revenait là-dessus, Doug, je comprends ce que tu dis. L'excuse des blessures, c'est un peu facile. Je suis d'accord avec toi. Toutes les équipes ont un moment des blessures. Là, c'était quand même beaucoup plus disproportionné. Il faut savoir que l'année dernière, il y a 59% du salary cap de Dallas qui a raté au moins 5 matchs dans la saison. Ouais, mais déjà, tu as un Prescott La qui en prend deuxième équipe, 60%. non, pas forcément. Et la deuxième équipe avec le plus gros total de matchs qu'on a, donc si on prend tous les joueurs qui ont raté au moins 5 matchs, elles ont ça n'atteignait même pas 30% du salary cap de l'équipe en question. Voilà, je donne juste comme ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important en fait à dire à ce niveau-là. C'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs blessés et beaucoup de joueurs très importants en fait. Allez, on aime les expressions comme ça. Moi, mon entraîneur au rugby, il disait les excuses, c'est comme les poils au cul, tout le monde en a. Mais effectivement, quand on a des chiffres comme ça, bon, il est forcé de constater que c'est costaud, mais tu as quand même Dak Prescott qui a été blessé et qui prend 60 millions par an déjà. Donc, il impacte, j'imagine. Alors, je sais pas trop, je suis pas un spécialiste comme toi du salary cap, mais j'imagine qu'il impacte costaud. Non, en gros, Maintenant, son salary cap l'année dernière était aux alentours de, je crois, 35 millions ou quelque chose comme ça. Donc, c'était à ouais, peu près plutôt dans la moyenne. 10%, un peu plus, Ouais, donc plutôt 13%. Donc là, il y a encore, pour arriver aux ouais, quasiment 60%, il y en a encore eu des autres, tu vois. on est d'accord. Après, je suis comme toi, hein. Moi, franchement, là, quand je prends le calendrier, surtout que je sors de l'épisode il y a 2 jours ou 3 jours, je me rappelle plus, des Lions avec notre ami Guilty, c'est beaucoup plus tranquille comme calendrier. Donc, moi, effectivement, je pars sur 10 parce qu'il y a quand même des choses à montrer. Il faut que la mayonnaise, elle prenne, justement, on en a parlé avec Pickens, il faut que cette ligne offensive prouve le talent qu'elle a et que Brooks prouve aussi qu'il méritait ce 12e choix. Mais ouais, franchement, si à la fin de la saison, il y a 10 victoires, je trouve ça correct. Ouais, c'est bien. Ok.
Ok. On est sur un range entre ce qui a été fait la saison dernière et ce qui avait été fait les 3 saisons d'avant. Je te rejoins, Mathieu, sur ton analyse de fin de calendrier qui a l'air assez costaud. J'ai l'impression que du coup, alors les Cowboys ont le droit de gagner des matchs parmi ceux-là, hein, surtout que les Eagles, ce sera réception, les Chiefs, réception, 2 matchs à domicile de suite, Vikings, Chargers, qui peuvent être des gros morceaux, 2 réceptions aussi, même s'il faut aller chez les Lions. Après, tu as 2 matchs de division pour finir la saison, même s'ils sont à l'extérieur, il y a quand même un peu cette dimension où tu peux avoir ton destin entre tes mains. Non, Est-ce que c'est l'année où je vais croire en Dak Prescott? Ouais, je dis 11 victoires. Je vais dire 11 victoires pour les Cowboys. Alors, il y a 2 saisons, j'avais annoncé les Cowboys au Super Bowl. Ça s'était mal passé en playoff. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous que j'annonce 11 victoires. Voilà. En général, mes pronos tapent à peu près à côté 99% du temps, ce qui est une bien plus grosse part que les blessures par rapport au salary cap. Mais non, je pense que globalement, le sentiment global là, dans cet épisode, c'est la saison passée, peu importe qu'on se dise que les blessures, c'est un accident ou non, il y a du talent dans cette équipe. Là, il y a un changement de coaching staff, il faut quand même voir comment ça accroche. Mais derrière le head coach, il y a l'air d'avoir des cerveaux bien construits. L'intersaison a été gérée de façon un peu maligne. Il y a quelques paris et globalement, à moins d'avoir une aussi grosse part de hasard négatif, il n'y a aucune raison que les Cowboys ne puissent pas revenir à leur plancher de 10 victoires, quoi. Donc on est plutôt optimiste sur les Cowboys. Ouais. 10 victoires, je pense que tu signes de suite quand même, Mathieu. Hein. Ouais, non, enfin, non, je signe de suite. Si c'est genre ouais, 10 victoires à l'arrache, ça dépend aussi de la manière, de ce qui se passe. Il y a quand même pas d'interrogation, hein, mais, mais si ça peut être mieux, ça peut. Pourquoi pas, ouais. Non, 10 victoires, je prends. De toute façon, c'est ce que j'annonce un peu, donc 10 Ouais, parce victoires, je que les prends, ouais. si tu as 10 victoires, mais que tu es 6e et que tu joues un épouvantail de la NFC et que tu sors direct, comme tu le dis, et que c'est 10 victoires en plus un peu boiteuses, un peu irrégulières, je pense que tu préfères un 9 victoires avec une montée en puissance, des choses qui se mettent en place, quelques matchs lâchés au début et une deuxième partie de saison où tu as l'impression que l'équipe tourne bien, plutôt qu'un 10 victoires totalement aléatoire où tu bats les équipes que tu dois battre, tu perds contre les très forts et tu arraches quelques matchs un peu hasardeux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, de toute façon, c'est un peu comme ça que j'ai défini hein, les Cowboys hein, de ces dernières années. En général, je ne parle pas que de la saison dernière. C'est fort contre les faibles, faible contre les forts. C'est-à-dire, en règle générale, à part, il y a toujours des accidents en NFL, mais tu bats les équipes que tu domines sur le papier parce que tu as un meilleur effectif. Et dès que tu joues un peu les Cadors, les Niners, les équipes comme cela, tu as du mal, tu te fais beaucoup exploser, quoi. On a pris quand même dans les saisons où vous avez des 12 victoires, on a Ouais. pris quand même un bon nombre de branlés contre les gros contenders, quoi. Donc, moi, déjà, j'aimerais pouvoir être compétitif un peu dans tous les matchs, tu vois. J'aimerais que j'ai pas envie cette année qu'on prenne 2 branlés contre les Eagles avec 25 points d'écart et que ce soit fini au début du troisième quart-temps. Déjà, j'ai envie de voir une équipe qui soit compétitive un peu à tous les matchs et qui ne se fasse pas exploser dans Ouais. 4-5 matchs, comme ça a été le cas l'année dernière, quoi. L'année dernière, Eagles, je veux dire, contre les Lions, il y avait encore Prescott, alors il y avait pas Parsons, il y avait déjà des blessures et blablabla, mais tu es à la maison, tu te prends 40 points dans la gueule, tu te prends 47-9, toi. Donc, Ouais, c'est ce genre de truc que moi, je veux plus voir cette année, voilà. Parce que ça, c'est le genre de défaite qui, vraiment, pour un fan, te laisse aucun espoir, en fait. Mm. Tu peux après te raccrocher à te dire, ah oui, si quand même, on gagne quelques matchs, on se bat, l'effectif, il lâche pas, blablabla, on peut accrocher un strapontin en playoff. Mais tu sais que l'objectif final, en fait, il sera jamais rempli tant que tu prends des scores comme ça contre les tops équipes de la ligue. Ouais. Totalement d'accord. On veut arrêter d'être le Zlatan Ibrahimovic de la NFL. Voilà. On va résumer ça comme ça. Petit instant promo avant qu'on se quitte. Donc Mathieu, je te laisse rappeler tes réseaux sociaux, ceux sur lesquels
on peut te retrouver. Non, mais je rappelle juste ce pourquoi je suis là. Donc Dallas Cowboys FR pour l'actualité de Dallas. Un petit peu clairsemé, parsemé, où on va dire qu'on se met en mode actif que quand le besoin se ressent, c'est-à-dire quand il y a des trades avec Pickens, quand il y a la draft, quand il y a des choses comme ceci. Et puis après c'est tout. Et après, pour ceux qui aiment la fantasy aussi, je suis aussi un joueur assidu de fantasy. Je suis le grand favori pour remporter le titre de champion de France cette année du Fantasy Ballers. Je pense qu'au niveau des cotes, je suis clairement en dessous des deux. Donc là, voilà, là, si vous voulez me suivre, et là où je parle un peu plus de fantasy, c'est mon compte perso et c'est Mathieu_R MP. Voilà. Mathieu_R avec 2T. Ouais, Et on te retrouve autour d'une pinte avant le Super Bowl, quoi. C'est ça, autour d'une pinte avant le Super Bowl. On peut faire des petits parcours de golf s'il y a des golfeurs NFL. Pas mal. D'ailleurs, je fais un petit big up à mes collègues. On a un petit groupe golf crossover NFL où on n'est pas beaucoup, mais on discute bien de golf, on commente les tournois, on se raconte un peu nos parties, comme on est bon, comme on est nul. Et donc, voilà. Et moi, On a j'aime- GG qui rentre de j'aimerais- Budapest j'aimerais- qui s'est fait un 18 trous aussi. Ah, là. 18 trous, est-ce que comme un parcours de golf, tu les as fait en 4 heures ou L'endurance avant tout. La régularité, toujours sous le par. J'y connais rien au golf, j'ai tenté de placer un terme, je crois que je l'ai à peu près bien utilisé. tu es bien. En tout cas, c'est un terme, c'est un terme bon niveau. Sous le par, ça veut dire que tu cartonnes. On est bien. On est bien jusque-là. Instant promo de notre côté aussi. Vous pouvez retrouver en description de cet épisode tous les liens vers nos réseaux. Globalement, c'est la même chose partout. Le front office. Même si on le répète à chaque fois, là où il se passe le plus de choses, c'est sur le Discord. Et rejoignez-nous. Et vu que Mathieu a parlé Discord, là j'en profite. Je crois que cet épisode sortira assez rapidement. Et peut-être que ceux qui sont déjà sur le Discord l'auront vu avant de voir cet épisode. Mais on a bien envie de proposer, en tout cas pour ceux déjà qui sont en Ile-de-France, de se faire des petites sessions de sport entre membres de la commu. Voilà, on en a parlé avec Alex, proposer des fives, des paddles pour ceux qui sont fans. Là, Mathieu, tu as parlé de golf aussi. Nous, Alex ou moi, je ne crois pas que nous soyons golfeurs, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà. Faire Alex vivre est un club de golf vivant. Hein. Taillé pareil. En tout cas, voilà, dans l'idée, toujours un peu vie de la commu, partage de passion, on pourra même éventuellement vous proposer du sport de préau que Doug adore. Et pour ceux qui ne seraient pas en région parisienne, mais qui auraient des camarades du Discord dans la même région, n'hésitez pas à voir entre vous. On a pas mal de gens en Normandie, là, on a toute une diaspora sur le Discord qui vient de là-bas. Donc voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, c'est une des petites choses qu'on a envie de mettre en place. Mathieu, merci beaucoup de t'être rendu encore une fois disponible pour cet épisode. Toujours un plaisir de te recevoir pour parler des Cowboys ou de salaire ou même de fantasy. Merci à vous pour votre sympathie, les gars. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Et Doug, merci à toi. Toujours autant un plaisir de faire ces bilans, de faire des épisodes, même quand on ne voit pas ta tête parce que tu es à l'hôtel. C'est ça. Je suis au seul hôtel en région parisienne qui a un Wi-Fi merdique. Compliqué. Non, mais ouais. Après, on parle quand même d'un mec qui d'habitude vit en plein milieu de la forêt et réussit à s'en sortir pour nous faire des streams ou des épisodes. Donc, merci Elon, hein. Merci Elon, tu sais. Hein. Il faut que tu te rapproches de Paris pour avoir des problèmes techniques. C'est ça, exactement. En tout cas, vous nous retrouverez plus ou moins rapidement. J'ai pas toute la programmation en tête, mais voilà, ça va pas mal varier. Je crois que c'est les Rams après. Je tourne jeudi soir, en effet, et ce sont les Packers. On aura aussi un épisode avec notre ami Alex, là, la Packers.
Un des fans de golf, hein, puisque Exactement. il Fan nous- de il nous- golf, un peu moins bon en fantasy, mais bon. les petits tacles. Il fait ce qu'il Dis-moi, peut, il fait ce qu'il peut. tu aimes bien balancer un peu d'huile sur le feu. Je Ah, moi, veux avoir, j'adore la chambre, moi, de toute façon. je veux avoir ta. Mon objectif GG aussi, cette hein. année, c'est absolument c'est d'expulser la fraude Sean Alexander de la première division du trophée. Il n'y a que ça. Le bilan des Cowboys à la fin de l'année n'est rien par rapport à ça. Ok, ça défile champion de France, on aime bien, hein, pour ceux qui n'auraient pas toutes les refs. Fantasy Ballers qui organise depuis plusieurs saisons maintenant le trophée FB. Il y a du challenge tout en haut. En tout cas, Mathieu, la prochaine fois qu'on t'invite, je pense, c'est sur un live et tu nous fais la tier list des membres de Fantasy Ballers, du meilleur au moins bon en fantasy. Voilà, on veut un peu de vue sur le feu. Allez, on va se laisser là-dessus. Vous allez retrouver encore très rapidement un autre bilan. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce sont les Rams. Je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aura au moins PA sur cet épisode. En attendant, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode. Et vive le foot!